Je suis le docteur Nelly Mortiniera. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour cette 25e e-live conférence que nous organisons dans le service d'endocrinologie de l'hôpital de Perpignan. La thématique d'aujourd'hui va porter sur diabète et sexualité. Osons en parler et j'espère que vous oserez en parler. Donc, je vais vous poser un peu le cadre de notre discussion. Donc, il faut savoir que le diabète, avec le temps, va altérer effectivement les performances sexuelles chez les patients diabétiques. Excusez-moi. Donc, jusqu'alors, si nous n'avons pas pu jusqu'alors démontrer de manière scientifique que le diabète a réellement un impact sur la sexualité des femmes en altérant leur libido, en augmentant le risque de frigidité ou en favorisant la sécheresse vaginale, on sait néanmoins que le plaisir sexuel se déclenche chez la femme plus sur un phénomène psychologique qu'organique. En effet, il est plutôt lié à la qualité de la relation de la femme avec son partenaire et à son bien-être au quotidien. Mais en revanche, chez l'homme, les choses sont très différentes. De nombreuses études ont été réalisées et ont permis de comprendre que le plaisir chez l'homme va répondre à 3 mécanismes qui vont se succéder. Le premier mécanisme, c'est la libido, c'est-à-dire le désir sexuel. Et dans ce contexte-là, ce désir sexuel est dépendant des hormones masculines qu'on appelle la testostérone. C'est donc un processus hormonal. Le deuxième mécanisme, c'est l'érection, qui va lui répondre à un phénomène plutôt vasculaire par un afflux de sang qui va être insufflé au niveau des artères génitales. Donc, c'est un processus vasculaire. Enfin, le troisième mécanisme qui est le maintien de l'érection et qui est l'éjaculation, lui, va plutôt répondre à des mécanismes réflexes. Et dans ce contexte-là, c'est neurologique. C'est important de bien comprendre qu'il y a 3 mécanismes différents qui sont à l'origine de la capacité chez l'homme à réaliser une activité sexuelle parce que les traitements vont donc en découler. Donc, il faut savoir que ces différentes étapes peuvent être altérées. Elles vont être altérées par le diabète, par le déséquilibre du diabète au long cours. Donc, vous savez que quand on a un taux de sucre élevé dans le sang pendant plusieurs semaines, notre organisme ne peut plus fonctionner correctement. Donc, par ce biais-là, on peut entraîner des troubles sexuels. Les troubles sexuels peuvent être aussi ce qu'on appelle la conséquence d'un diabète ancien, d'un diabète multicompliqué, compliqué surtout de problèmes vasculaires ou de problèmes neurologiques. Donc, ce qui se justifie puisqu'il y a un mécanisme vasculaire et un mécanisme neurologique qui sont à l'origine de la capacité chez l'homme à établir une relation sexuelle. Donc, ces mécanismes peuvent aussi s'altérer par ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité, dont on décrit quasi à chacune de nos e-lives. C'est l'hypertension artérielle, le taux élevé de cholestérol, c'est l'alcool, c'est la consommation de tabac, c'est la consommation de drogue, c'est également l'obésité et la sédentarité. Ça peut être aussi des éléments psychogènes, en effet. Le fait d'avoir un dysfonctionnement sexuel, le fait d'avoir des difficultés sexuelles va créer chez les individus donc une mésestime de soi, des difficultés d'appropriation de sa personnalité, le manque d'assurance, l'anxiété et peut-être même la dépression. Et donc, ces éléments-là vont aggraver ce phénomène d'incapacité sexuelle parce qu'on n'est plus sûr de soi, on n'est pas rassuré du tout. Enfin, les traitements que nous prenons pour l'hypertension artérielle, pour le cholestérol et même pour la dépression, eux aussi ont tendance à inhiber le désir sexuel, les capacités sexuelles.
Donc on est dans ce cercle vicieux qui nous permet d'équilibrer le patient avec des éléments en plus qui vont comme ça étioler nos possibilités de relations sexuelles. Il faut savoir que la relation sexuelle est une relation strictement normale dans le couple. Donc il faut pouvoir donc ne pas l'occulter et les prendre en compte. Donc, on sait aussi aujourd'hui, à travers de nombreuses études, que le fait de présenter un déficit sexuel bien catalogué chez l'homme permet de prévoir de manière précoce des événements cardiaques. En clair, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'un diabétique qui présente un déficit sexuel doit faire l'objet d'un dépistage d'une maladie cardiaque ou vasculaire. Il est annonciateur d'un événement cardiaque ou vasculaire possible. Donc, pour parler un peu de chiffres, on dit qu'un diabétique sur 2 âgé dans la tranche d'âge de 50 à 60 ans, entre 50 et 65 ans, peut-être est souvent touché par un dysfonctionnement sexuel. Et que ce gradient s'élève avec l'âge, ce qui est un peu logique et légitime. Donc, nous pensons de plus en plus que la recherche de troubles de l'érection chez l'homme doit faire partie de la checklist des éléments de dépistage quand on prend en charge un patient diabétique. Maintenant qu'on a posé la problématique, comment est-ce qu'on peut essayer de pallier et d'améliorer la qualité de la relation de couple et la qualité de vie des patients diabétiques? Il faut savoir qu'il n'y a pas de fatalité derrière ces soucis, qui sont des soucis non pas à négliger, ce sont des soucis effectivement majeurs, mais qui, pour lesquels ont effectivement des ébauches de solutions, sinon même des solutions. La première chose, en préambule, quand on est diabétique déséquilibré, c'est de bien équilibrer les glycémies, parce que ce déséquilibre à lui tout seul peut être responsable de l'incapacité sexuelle. Si, malgré l'équilibre glycémique, on n'a pas rétabli sa fonction sexuelle, on va donc essayer de cartographier les facteurs de risque que vous avez. On va donc arrêter le tabac si vous fumez, vous demander de consommer nettement moins d'alcool, d'arrêter la consommation de drogue. On corrigera votre hypertension artérielle si ceci n'est pas fait. On vous demandera de lutter et on vous accompagnera pour lutter contre l'obésité et la sédentarité. On traitera un taux trop excessif de cholestérol. On évitera ou on prendra en charge des maladies sexuellement transmissibles abasourdies si vous en avez. Et on peut mettre en place un suivi psychologique pour vous accompagner dans la mésestime de vous, donc dans le fait que vous perdez confiance en vous. Un travail psychologique peut être fait, il sera fait dans le couple parce qu'il s'agit d'un problème de couple pour vous aider justement à mieux vous comprendre et à vous accompagner dans une relation sexuelle qui sera améliorée. Ensuite, on va dépister les événements cardiovasculaires. On peut traiter la dépression si vous êtes dépressif, mais il faut ne pas oublier d'avoir une alimentation saine et surtout de réaliser une activité physique régulière qui augmente ces hormones particulières qu'on appelle les endorphines, donc les hormones du plaisir. Donc, grosso modo et vulgairement raccourci comme ça. Et puis, si malgré ce, les choses ont tendance à s'éterniser et ne pas s'améliorer, on ira vers des traitements. Des traitements pour corriger soit un manque d'hormones masculines, c'est-à-dire un manque de testostérone, parce qu'il faut savoir aussi que les mécanismes qui gèrent la sexualité chez l'homme peuvent être altérés par un déficit hormonal. Si vous manque de la testostérone, vous n'aurez pas de libido, donc vous aurez du mal
à aller vers l'acte sexuel parce que pas de désir. Donc, si c'est en lien avec un déficit en hormones, on vous remettra, on vous substituera en hormones masculines. Pour ça, on prend quelques précautions, c'est-à-dire qu'on évalue d'abord vos capacités cardiaques, on fait un examen de la prostate, parce que vous savez que les hormones masculines, les hormones de manière générale, ont tendance à favoriser les cancers avec l'âge, et en particulier la testostérone va favoriser le cancer de la prostate. Donc, on fait une évaluation de la prostate chez votre urologue et si tout va bien, on vous remet des hormones masculines, on vous remet de la testostérone avec des mesures d'accompagnement et de surveillance. Ensuite, si malgré ce, il existe quand même une composante vasculaire parce que vous avez beaucoup de problèmes vasculaires, à ce moment-là, on utilisera les traitements qui vous sont connus aujourd'hui, c'est le Viagra, le Levitra et le Cialis. Ces médicaments-là ont tendance à augmenter l'afflux de sang au niveau des artères génitales pour permettre l'érection. Et si ceci ne suffit pas, il vous sera proposé pour la prise en charge des problèmes neurologiques des traitements assez particuliers. Ce sont des injections qu'on fait à la base de la verge, qui sont des injections d'Edex et de Caverject. Et à ce moment-là, c'est un apprentissage particulier qui est fait en milieu hospitalier ou en cabinet d'urologue. L'infirmier vous accompagne pour vous apprendre à vous faire ces injections-là. Et c'est l'urologue qui est plus ou moins prescripteur. Nous pouvons l'être aussi, mais il faut pouvoir poser le problème pour qu'on puisse vous accompagner dans ces prises en charge. Il s'agira là donc de mettre en place ces traitements assez particuliers, mais que nous vous demanderons d'inclure dans ce qui sont vos jeux sexuels, c'est-à-dire vos préliminaires. Votre partenaire doit être partie prenante et doit accepter de vous accompagner dans cette prise en charge. Et en ce qui concerne la prise en charge de la femme, on va donc traiter les infections puisque les problèmes sexuelles chez la femme ont tendance à entraîner plutôt des infections génitales ou des infections urinaires à répétition. Ça, à ce moment-là, c'est traité par des antibiotiques. Elles peuvent aussi présenter des infections mycosiques, c'est-à-dire des champignons à répétition, des infections à champignons à répétition, qui seront traitées par ce qu'on appelle des antifongiques, soit par voie orale ou par voie locale directement en ovule. Et enfin, la sécheresse vaginale, elle, qui est la plus grosse conséquence de la déficience sexuelle chez la femme, elle est traitée par l'utilisation de lubrifiants. À ce moment-là aussi, on vous demande de l'introduire dans vos jeux sexuels, dans vos préliminaires. Donc, les lubrifiants, et puis on peut, chez les femmes comme ça à sécheresse importante, prescrire aussi des ovules qu'on appelle la colpotrophine, ces ovules qui ont pour mission d'améliorer la flore vaginale, de restaurer la flore vaginale. Donc, il existe des alternatives à la prise en charge des problèmes sexuels que peuvent présenter les patients diabétiques. Le tout est de ne pas se cacher ou de ne pas s'isoler derrière ces problèmes-là. Il suffit d'en parler à votre médecin traitant, à votre diabétologue, à votre urologue. Et nous, de manière pluridisciplinaire, nous sommes à même de nous organiser pour vous améliorer la qualité de vie. On peut, dans ces contextes-là même, faire participer ce qu'on appelle les sexologues, des gens qui ont la capacité de traiter les problèmes de couple. Voilà. Donc, notre cadre de discussion est posé. Donc, maintenant, je vous dis, osez en parler. Je vais donc dérouler les questions au fur et à mesure. Voilà, j'espère que je ne vais pas me tromper. Donc jusqu'à présent, on a des bonjours. Je
Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Donc nous attendons vos questions. Ça y est, j'en ai une. Alors, la première question stipule donc que certains patients demandent si les médicaments actuels de type Viagra peuvent être utilisés pour les diabétiques sans effet secondaire. Le Viagra peut être utilisé chez le diabétique. Il n'y a pas de problème en soi. Il s'agit même de vasodilatateurs, donc c'est des médicaments qui vont permettre d'améliorer le flux sanguin. Donc ils ont été à leur origine élaborés pour justement améliorer les problèmes de sexualité chez les patients porteurs de déficience, et en particulier, puisque je vous dis, une grande population de patients diabétiques sont porteurs de troubles de la sexualité. Donc voilà, ils peuvent l'utiliser sans effet secondaire, ne vous inquiétez pas, à moins qu'ils soient allergiques à la molécule même. Ce sont des médicaments qui ont été élaborés pour. Alors on va continuer dans le déroulé. Quelles pilules sont compatibles avec le diabète? Merci de la réponse. Donc, il faut savoir que chez le diabétique de type 1, il n'y a pas de contre-indication à une contraception. Toute femme diabétique de type 1 peut utiliser les pilules, toutes pilules existantes sur le marché, tout en sachant qu'il existe une polémique avec des pilules qui ont été macrodosées en oestrogène et qui peuvent poser problème. Donc, mais toutes les pilules de nouvelle génération sont prescriptibles à la femme diabétique. Maintenant, celle qui est diabétique de type 2 et qui est plutôt en surpoids, en surcharge pondérale, on a pour préférence d'utiliser des pilules à un seul courant hormonal qu'on appelle les progestatifs. C'est vers ces pilules-là qu'on va se tourner pour ce type de patient. Et alors après, il peut aussi avoir des patients qui ont des ovaires un peu paresseuses et qui peuvent développer comme ça des petits signes un peu de pilosité aux endroits qui existent chez les garçons, qu'on appelle l'hirsutisme, et pas chez les filles. C'est vrai qu'on a là aussi tendance à utiliser des pilules bien spécifiques qui sont là aussi des microprogestatifs, des pilules progestatives à un seul courant hormonal, ou alors des pilules très faiblement dosées en oestrogène. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Donc, quel est le rôle de l'alimentation dans les érections? Alors, il faut savoir que je ne pense pas qu'il y ait un rôle particulier, mais c'est vrai qu'il faut avoir une alimentation équilibrée, saine, qui va permettre de vous apporter tous les éléments nécessaires et qui vont permettre aussi de stimuler ce qu'on appelle les canaux qui permettent les phénomènes de mise en place de l'érection. Il est donc nécessaire d'être alimenté sainement. Ne vous alimentez pas par des hyperprotéinés ou des produits qui peuvent déléter comme ça la fonction qui règle la sexualité. C'est surtout dans ce contexte-là qu'on vous demande d'avoir une alimentation saine et équilibrée. C'est le fait de pouvoir apporter toutes les catégories d'aliments, de diversifier correctement votre alimentation et ne pas surjouer sur une catégorie d'alimentation qui peut entraîner une mise en veille de la fonction sexuelle. Donc, le déséquilibre glycémique peut-il provoquer des troubles érectiles? S'agit-il de la cause due à des neuropathies? Merci. Alors, oui, Marion, oui, le fait, comme je disais tantôt dans mon préambule, que d'être déséquilibré, donc que l'organisme survive dans un courant plutôt sucré, toutes les fonctions de l'organisme ne travaillent plus dans un contexte optimal. À ce moment-là, les troubles érectiles vont arriver.
parce que le courant étant trop sucré, les mécanismes qui mettent en place l'érection ne vont pas pouvoir se faire de manière optimale. Et puis, comme je le disais encore tantôt, hormis le déséquilibre glycémique, un diabète ancien qui est compliqué de problèmes vasculaires, qui est compliqué de problèmes neurologiques, peut être à l'origine de troubles érectiles. Ces troubles érectiles rentrent dans ce qu'on appelle la neuropathie incontrôlée, donc les maladies neurologiques incontrôlées, et c'est même par elles qu'on sait déjà qu'il y a des soucis beaucoup plus, enfin que le diabète n'est pas que un désordre glycémique, qu'il s'accompagne déjà d'autres soucis. Et pour compléter la question de Marion, il faut savoir que devant les troubles érectiles, il faut ne pas oublier de penser à la possibilité d'une atteinte cardiaque ou vasculaire. Donc le dépistage de l'infarctus et le dépistage des maladies cardiovasculaires donc, chez le diabétique, devant des troubles érectiles, doit être une priorité. Parce qu'on traitera ces troubles érectiles, on a maintenant des possibilités, mais il ne faut pas mettre en péril la vie du patient sous prétexte qu'on voulait simplement régler des problèmes érectiles. Alors, oulala, je suis allée un peu trop vite. Voilà. Donc, est-il possible qu'un diabétique donne la vie? Oui, un diabétique a toutes les capacités possibles de procréation. Il n'y a pas de problème en soi. Ce n'est pas la quantité de spermatozoïdes qui pose problème. C'est la capacité à déverser le spermatozoïde qui peut être un problème. Et si, franchement, il existe des problèmes récurrents, les procréations médicalement assistées sont là pour accompagner les couples et leur permettre de mettre à bout, d'accomplir leur projet de vie qui est celui de la famille. Dans ce contexte-là, c'est un projet de famille. Donc oui, les procréations médicalement assistées peuvent être une solution, mais Gertrude, je vous rassure, le diabétique est capable d'avoir des enfants, et heureusement que nous avons des diabétiques qui ont la capacité d'avoir des enfants, tant les hommes que les femmes. La sexualité peut parfois être un frein dans la mise en place d'une pompe à insuline. Quels seraient vos conseils face à cela? Alors, donc effectivement, les patients diabétiques nous posent effectivement les problèmes de rapport sexuel avec la pompe. Donc on peut leur demander, donc, si ce sont des pompes patch, la pompe patch est moins gênante, donc dans ces conditions-là, ils peuvent la mettre légèrement sur le côté. Si elle est positionnée au niveau du bras, elle ne sera absolument pas un frein à la relation sexuelle. Mais c'est vrai que les pompes avec fil, donc avec cathéter, et qui sont des boîtiers peut-être un peu plus gros, peuvent être désamorcés, c'est-à-dire qu'on peut les enlever le temps de la relation sexuelle et les remettre. Il ne faut surtout pas l'oublier de les remettre par contre. Donc voilà, il y a des possibilités. Et puis, bon ben voilà, votre partenaire doit être votre partenaire privilégié et particulier dans cette relation de couple, et vous devez donc ensemble pouvoir construire votre propre vie sexuelle en intégrant tous ces artifices. Voilà. Marion, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a beaucoup de bonjours. Je présente un diabète déséquilibré depuis ma ménopause, depuis 3 ans. Solution s'il vous plaît. Bon ben, Madame Frida, je ne suis pas sûre que ce soit votre ménopause qui soit à l'origine de votre déséquilibre, mais il est fort probable que depuis votre ménopause, depuis 3 ans, des choses ont changé. Il faut vous rapprocher de votre médecin généraliste ou de votre diabétologue pour mettre en place
déjà savoir déterminer ce qui fait que vous n'êtes plus équilibré, réajuster votre traitement parce que de toute façon les besoins dans la vie ne sont jamais les mêmes à chaque décennie. Donc il est fort probable que vos besoins ont changé à partir de votre ménopause et c'est ce qui fait que votre traitement aussi doit s'adapter à cette évolution et donc il faut qu'il soit également modifié pour maintenir votre équilibre. Il ne s'agit pas là d'un élément de cause à effet, c'est-à-dire que ce n'est pas la ménopause qui est responsable de votre déséquilibre, je ne pense pas, mais il faut effectivement adapter votre traitement à vos besoins actuels, à vos besoins de depuis 3 ans, à partir du moment où vous êtes rentré en ménopause. Voilà. Y a-t-il des moyens remboursés par la pharmacie pour améliorer la vie sexuelle du diabétique? Alors, de quels moyens vous parlez? Je pense que ce sont les traitements oraux, hein, le Viagra, le Cialis, le Levitra, l'Edex, le Caberget, tout ça sont pris en charge et remboursés par la sécurité sociale. Donc, je ne sais pas trop ce dont vous parlez, Ludovic. Est-ce qu'il s'agit des gels lubrifiants ou, je ne sais pas moi, d'autres choses? Je n'en ai aucune idée, mais je vois que en dessous, vous continuez. Alors, vous rajoutez, Ludovic, qu'il arrive parfois que vous avez des éjaculations sèches. Quelle solution pour améliorer la quantité? Donc, je veux dire, vous avez peut-être un éjaculat qui est faible. Donc, il faut éventuellement faire un bilan, hein, le bilan de la qualité de l'éjaculat, du sperme et de l'éjaculat se fait. On regarde la quantité, on regarde la qualité, le nombre de spermatozoïdes, on regarde aussi si la solution dans laquelle baignent ces spermatozoïdes pour vivre correctement est composée de tous ces nutriments. Et si vraiment il y a des problèmes, on va faire un bilan hormonal pour voir si c'est une déficience hormonale que vous faites dans ce contexte-là. Et ça, c'est assez fréquent chez le diabétique. Donc, on fera le bilan hormonal pour être sûr que vous n'avez pas une déficience hormonale et qu'il faille vous substituer en hormone pour corriger ce problème. Et puis, l'étude de votre éjaculat permettra de vous dire quels sont les problèmes qui sont à l'origine de cette éjaculation. On peut faire aussi des échodoppler des artères péniennes pour voir si la vascularisation est bonne. Hein, essentiellement ces examens-là. Il y a des centres spécialisés en France et répartis un peu partout sur le territoire national. Il y a la clinique de Beau-Soleil à Montpellier, puisque nous sommes dans la région Occitanie et c'est celle-là dont j'ai connaissance, qui étudie de manière beaucoup plus précise ces problèmes d'érection précoce ou d'éjaculation de précoce, d'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'éjaculation vers l'avant, elle se fait dans la vessie, par l'arrière, parce que les sphincters n'arrivent plus à se fermer, et ce, parce qu'il y a une neuropathie, hein, les mécanismes réflexes sont défaillants et n'arrivent plus à créer le clapet de fermeture des sphincters, et c'est ce qui peut créer tous ces problèmes-là. Donc, je vous conseille, Ludovic, de vous rapprocher d'un centre, d'abord d'un urologue. À l'hôpital de Perpignan, nous avons un urologue qui travaille sur les problèmes de la sexualité de l'homme. Et donc, si vous êtes dans la région et surtout dans notre département, pourquoi pas. Sinon, vous pouvez vous rapprocher de cliniques spécialisées dans ce contexte-là. Voilà. Bonjour Christian Nombo, merci d'être présent depuis Libreville au Gabon. J'attends vos questions. De ce que j'ai appris, un internaute nous dit, de ce que j'ai appris, les régimes riches en protéines augmentent le taux de cortisol et baissent celui de la testostérone, contrairement à une alimentation riche en glucides. De plus, ce qui bouche les artères se trouve dans les produits animaux et les graisses. Oui, donc j'ai un peu compris, il y a une suite, donc
les graisses végétales. La stratégie ne serait pas d'éliminer ce qui bouche l'ensemble de l'arbre vasculaire. Cela permettrait d'éviter les maladies cardiovasculaires dont le trouble fait partie. Donc, à Olivier, je vous répondrai que toute catégorie d'aliments est nécessaire pour le bien-être de l'organisme. C'est les excès qui en nuisent, vous le dites vous-même. Une alimentation riche en protéines va effectivement déléter la fonction la fonction sexuelle par la baisse de la testostérone. Ce parce que un trop plein d'une catégorie d'aliments, comment est-ce que je peux dire ça, va déformer l'homéostasie du corps et l'organisme va réagir en conséquent. Et en réagissant en conséquent, il sera obligé de privilégier certains territoires et de réprimer d'autres. Donc c'est la raison pour laquelle on a ces modifications de comportement de l'organisme devant des alimentations qu'on surjoue sur une catégorie d'aliments. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est est-ce qu'il ne faut pas réduire ce qui bouche les artères, les graisses, les graisses animales et végétales? Moi, j'aurais tendance à vous dire que non, parce que tout ceci aussi est bon pour la construction de notre organisme. Mais il faut savoir équilibrer son alimentation, manger de manière saine pour que notre organisme évolue lui aussi de manière saine. Les maladies cardiovasculaires sont présentes. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Ça permet d'éliminer également les toxines. Il faut avoir une hygiène de vie. C'est pour ça que l'importance de l'hygiène de vie est notre primum movens ici. C'est notre leitmotiv à toutes les e-lives. Une hygiène de vie vous permettra de vivre tout à fait bien, même si vous êtes diabétique. Respectez les recommandations, prenez correctement votre traitement, ne surjouez pas sur les choses qui vont être graves au fur et à mesure, et vous verrez que vous pourrez tranquillement vivre sainement une vie, même en étant diabétique, et même une relation de couple. Voilà. Autre question. Quelle est la cause de la résistance à l'insuline? Donc, la résistance à l'insuline, elle est liée, enfin, la cause effective, on ne détermine pas encore la cause effective, mais on sait que dans le diabète, vous avez une défaillance de la fonction du pancréas à fabriquer l'insuline, qui va fabriquer une insuline, vulgairement, je vous l'explique le plus simplement possible. Il va fabriquer une insuline de mauvaise qualité qui sera mal reconnue par l'organisme. Cette insuline étant mal reconnue par l'organisme va la surproduire et donc va créer la réserve de tissu gras. Et c'est cette surproduction, c'est cette insuline de mauvaise qualité qui crée la résistance à l'insuline. Votre corps, ne reconnaissant pas une insuline qui n'est pas tout à fait bonne, elle ne peut pas l'utiliser à bon escient et donc elle va résister contre cette insuline. Mais le primum movens, nous ne le connaissons pas encore. On sait qu'il y a à un moment donné de la vie d'un patient, un phénomène inflammatoire se déclenche et crée une cascade d'événements qui aboutissent, à une défaillance de la production d'insuline par le pancréas et la production d'une insuline de mauvaise qualité que notre corps reconnaît mal, et c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Notre corps résiste à notre propre insuline parce qu'il s'agit d'une insuline qu'elle a du mal à reconnaître. Voilà un peu, grosso modo, le principe de l'insulinorésistance, mais la cause primaire, la cause essentielle, celle qui est initiale, on ne la connaît pas encore, et c'est ce qui fait toute la problématique du diabète. Si on connaissait ce qui était à l'origine du diabète, aujourd'hui on aurait la réponse.
Alors, Nabil me demande qu'est-ce que les médecins généralistes sont formés pour traiter la relation entre diabète et sexualité. Il y a des médecins généralistes qui sont formés pour ça. Il y a des sexologues, des spécialistes de la relation sexuelle de couple qui sont également formés pour ça. Il y a des formations qui existent, et des ateliers qui nous sont proposés à nous, professionnels de santé. Est-ce qu'on y participe, est-ce qu'on n'y participe pas, est-ce qu'on s'y intéresse, est-ce qu'on s'y intéresse pas. Savoir que de la même manière peut-être, et ça c'est une réalité, que les patients sont gênés à parler de leur sexualité, autant aussi vous pouvez être face à des médecins qui ont la difficulté d'aborder le problème de la sexualité parce qu'on n'est pas nous-mêmes tranquille avec le problème de la sexualité. Parce que vous voyez, c'est un domaine tellement intime qui fait que c'est assez compliqué pour certains d'aller mettre à nu l'intimité d'autrui. Donc voilà, il y a toute une manière d'amener la discussion vers ça, de poser la problématique. Il faut être serein et je pense que l'importance pour nous tous, que ce soit les médecins généralistes, les spécialistes du couple, ou nous, les diabétologues et les urologues, et tous ceux qui gravitent autour de ce problème de la sexualité, c'est d'être serein avec la question et de l'aborder comme une nécessité de prise en charge pour améliorer la qualité de vie des patients diabétiques et surtout pour que le cadre conceptuel, tout le contexte du diabétique soit le plus serein possible pour que sa maladie puisse elle aussi évoluer, enfin être prise en charge de manière sereine. Il ne faut pas que parce que le patient diabétique a des problèmes sexuels, qu'il se dit que oui, mais comme on m'a dit que les médicaments de l'hypertension et du cholestérol que je prends peuvent entraîner des problèmes sexuels, ben je ne les prendrai plus. Vu que déjà j'ai beaucoup de difficultés, ça risque d'aggraver les choses. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'il y ait une conséquence de ce que nous faisons dans la sanction du patient. Donc, il est important que tout ceci soit abordé avec sérénité, qu'on puisse dire au patient diabétique qu'il est à risque de présenter ces problèmes-là, mais que quand il va les présenter, qu'il n'hésite pas à en parler, en couple ou seul à la consultation, et nous sommes à même de lui proposer un panel de solutions. Et probablement une des solutions ou l'agencement de plusieurs possibilités vont lui permettre d'évoluer et d'avoir une vie et une relation tout à fait équilibrée et saine. C'est ce but-là que nous voudrions tous, nous, en tant que professionnels de santé, atteindre. Voilà. Une internaute nous dit, voilà, mon concubin de 55 ans est diabétique de type 2 depuis 2 ans avec des médicaments et de l'insuline depuis quelques mois. Il n'a plus d'érection du coup. Il est très gêné envers moi, il se sent démuni. Que peut-on faire pour que cela revienne? Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà de vous rapprocher de votre médecin généraliste et de poser tranquillement le problème. Déjà d'en discuter d'abord avec votre partenaire et de lui dire que vous avez bien conscience qu'il a une maladie, mais que probablement quand on aura bien stabilisé la maladie, quand on aura bien équilibré les choses, vous trouverez le moyen de remettre en place une relation de couple. Déjà, il faut le rassurer pour lui dire que vous, en vous-même, vous ne vous sentez pas mal derrière ça, vous attendez que les choses reviennent plus ou moins à la normale et vous avez le temps de cette patience-là. Ensuite, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin généraliste ou de votre diabétologue. Nous allons faire les examens inhérents à cette problématique pour savoir où se situe le problème. Et ensuite, nous vous trouverons des ébauches de solutions. Mais voilà, dites bien à votre concubin et compagnon que des solutions existent. Il ne faut surtout pas qu'il hésite d'en parler parce que ça peut être là le début d'une relation difficile entre vous. Et ce n'est pas parce qu'on est diabétique
que la vie s'est arrêtée. Le diabète est une maladie comme une autre, c'est une maladie chronique, et donc dans les effets de la chronicité, les problèmes de relations sexuelles peuvent arriver. Il faut en parler sainement. Y a-t-il une relation entre diabète et forme anormale de spermatozoïdes? J'aurais tendance à être assez radicale et dire non. Les formes anormales de spermatozoïdes sont dans la constitution du patrimoine. Il existe des spermatozoïdes anormaux dans tous les spermes. Dans tous les éjaculats, il existe des spermatozoïdes anormaux. L'essentiel, c'est que ces spermatozoïdes anormaux ne soient pas en grande quantité. Il faut toujours qu'il y ait une proportion de spermatozoïdes normaux plus importante que de spermatozoïdes anormaux. Donc, la présence de spermatozoïdes anormaux dans le sperme, c'est, je vous dirais, normal. C'est la proportion qui est importante et qui compte. Si cette proportion est très importante, à ce moment-là, il faut vous rapprocher d'un urologue. Les examens seront faits. On vous fera même peut-être des tests génétiques qui permettront d'analyser la problématique et de voir pourquoi est-ce que vous avez autant de spermatozoïdes anormaux. Et voilà, et donc à ce moment-là, on peut vous proposer, si vous êtes jeune et que vous avez une relation de couple et que vous souhaitez aller vers la création d'une famille, donc donner la vie, hein, comme disait un internaute tantôt, ou une internaute tantôt, à ce moment-là, on va vous proposer les procréations médicalement assistées si c'est nécessaire. Alors, l'hémoglobine haute est-il un frein pour un homme à effectuer une FIV avec sa partenaire? On a tendance à vous dire qu'effectivement, il faut équilibrer le diabète, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez rendre inefficaces les spermatozoïdes dans votre éjaculat si votre diabète n'est pas équilibré. C'est on va dire, la viabilité du spermatozoïde qui pose problème dans ce contexte quand on est déséquilibré, plus que le nombre. Ce n'est pas le nombre de spermatozoïdes qui pose problème, mais c'est la viabilité. Un patient diabétique déséquilibré, je vous le redis, vit en courant sucré. Ce courant sucré va entraîner des désordres au niveau de l'éjaculat. Les spermatozoïdes ne pourront pas survivre longtemps dans un sperme sucré, parce que vous savez que ce taux de sucre circule dans les vaisseaux. Ces vaisseaux, ce sont eux qui nourrissent tous nos organes, même les organes qui fabriquent le sperme. Donc, si ces vaisseaux emmènent un sang trop sucré, le sperme en lui-même n'aura plus le pH, c'est-à-dire n'aura plus la fluidité qu'il doit avoir, il sera moins bon et les spermatozoïdes ne pourront pas vivre de manière efficace dans ce sperme, dans cet éjaculat, dans ce liquide spermatique de mauvaise qualité, trop sucré. Voilà. Qu'est-ce qui déclenche alors? Qu'est-ce qui déclenche le passage à la prise d'insuline à 30 ans, 50 ou 70 ans? Il n'y a pas un déclenchement de passage à la prise d'insuline. Vous êtes diabétique. Vous êtes diabétique de type 1, c'est clair, vous passez directement à l'insuline parce que votre pancréas ne peut plus du tout fabriquer d'insuline. Il est détruit en général par des anticorps, donc il n'a plus la capacité de fabriquer l'insuline. On vous remet cette insuline par voie extérieure, donc sous forme de piqûre, d'autopiqûre ou sous forme de dispositif particulier qui va vous infuser cette insuline. Et puis, vous êtes diabétique de type 2, donc on commence des traitements par cachet. On associe les cachets tant que vous n'êtes pas correctement équilibré. On associe les nouvelles familles thérapeutiques qui sont arrivées sur le marché, hein, ce qu'on a appelé les analogues du GLP-1, surtout pour ceux qui sont en surcharge pondérale
et la nouvelle classe qui vient d'arriver, dont le docteur Bénichou vous a parlé, hein, arrivée pendant la crise de Covid, et c'est pour ça qu'elle n'a pas fait trop de bruit, le Forxiga, longuement attendu en France, cette molécule qui a tendance à augmenter la diurèse du sucre. Donc cette catégorie va venir en 3e, 4e position en stratégie thérapeutique, et ces stratégies-là, c'est votre diabétologue qui va vous les mettre en place. Lorsque malgré toutes les combinaisons possibles et imaginables faites avec les traitements hors insuline que nous avons, mais nous n'arrivons pas à obtenir l'équilibre escompté chez vous, à ce moment-là, nous savons que vous avez besoin d'insuline. Et vous pouvez avoir 30 ans, 50 ans, ou 70 ans, ou 90 ans. Nous savons à ce moment-là que votre corps a quand même besoin d'insuline. Et c'est à ce moment-là que nous vous remettons de l'insuline. Donc il n'y a pas un âge de prédilection pour prendre de l'insuline. Il y a une réponse à la stratégie de traitement qu'on met en place. Et si on les a tous associés à dose maximale et que malgré ce, on ne répond pas à l'équilibre qu'on attend sur le plan de votre diabète, alors que vous faites correctement, que vous vous alimentez de manière équilibrée et que vous faites une activité physique régulière, ça veut dire que les traitements à eux seuls ne suffisent pas à corriger vos glycémies et qu'il est temps là de rajouter en plus l'insuline. Et elle viendra elle aussi sous un mode stratégique. Le diabète de type 2 est-il réversible? Non. C'est une autre manière de rentrer dans la même maladie. Il faut savoir que le diabète de type 1, c'est une entrée brutale dans le diabète. Le diabète de type 2, c'est une entrée lente et progressive selon l'état de destruction de votre pancréas vers la même maladie qui s'appelle diabète. C'est deux manières différentes de rentrer vers une maladie que l'on appelle diabète. Et on a classé type 1 les diabétiques qui d'emblée sont insulinés parce que le pancréas a été détruit, et on a catégorisé de type 2 ceux qui ont une destruction lente et progressive et qui révèlent leur diabète quand 50% de la capacité de votre pancréas a été altérée. Voilà comment on devient diabétique de type 2. Mais qu'on soit diabétique de type 1 ou diabétique de type 2, on est diabétique et c'est une maladie irréversible. Les seuls diabètes qui ne le sont pas, ce sont des diabètes dits secondaires, quand on a une maladie autre et que ça déstabilise le taux de sucre. Si on corrige cette maladie, le taux de sucre va se renormaliser. Maintenant, il existe effectivement un diabète assez particulier de l'Africain qui fait de temps en temps des allers-retours comme ça, mais un jour va complètement se déstabiliser et le patient devra dorénavant être définitivement traité. Donc, on a une internaute qui nous dit qu'elle est une jeune trentenaire, diabétique depuis l'enfance. Elle a l'impression qu'elle ne prend pas beaucoup de plaisir durant les rapports intimes. Est-ce que les terminaisons nerveuses de la zone vaginale peuvent être touchées? Oui, elles peuvent être touchées, mais je vous dis, la première chose qu'il faut savoir dans une relation de couple, c'est est-ce que je suis avec le bon partenaire? Je suis désolée, mais c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis avec le bon partenaire? La première question qu'on se pose, c'est celle-là. Et puis après, est-ce que je suis bien, et surtout pour les femmes, est-ce que je suis bien dans ma relation avec ce partenaire? Et est-ce que je suis bien dans ma vie de tous les jours? Je vous l'ai dit en préambule, chez la femme, on n'a pas beaucoup d'études, mais on a comme ça des hypothèses qui nous permettent de dire que ce n'est pas simplement organique. Oui, s'il y a une atteinte neurologique, puisque vous avez 30 ans de diabète, oui, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une neuropathie autonome qui entraîne une atteinte des petits nerfs et qui va faire qu'effectivement, de manière organique, vous aurez des problèmes. La grosse traduction, c'est surtout les infections en répétition et surtout la sécheresse vaginale et des rapports très douloureux en lien avec cette sécheresse vaginale. Donc là, oui, effectivement, je ne peux pas dire non, je dis oui. Mais ce n'est pas le seul élément chez la femme. Chez la femme, une grosse part de l'épanouissement sexuel est fonction
de la personne avec qui on est, de la relation qu'on entretient avec cette personne et du bien-être qu'on a, dans lequel on se retrouve, le bien-être personnel. Ce qui, en gros, veut dire que dans la relation sexuelle, la femme paraît, je dis bien paraît, je reste au conditionnel, plus cérébrale que physique. Voilà. Doit-on, nous diabétiques, avoir peur pour nos enfants d'attraper un diabète héréditaire? Est-ce qu'il faut avoir peur, puisque le diabète c'est une maladie qui est bien prise en charge, avec laquelle on vit bien aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il faut avoir peur. Nabil, vous êtes peut-être une mère et je peux comprendre que en tant que mère, on s'inquiète beaucoup pour nos enfants, on s'inquiète même plus pour nos enfants que pour nous-mêmes. Mais si vous êtes diabétique de type 2, il y a une possibilité que votre enfant devienne diabétique lui aussi. Il y a une possibilité. Ce n'est pas une certitude, c'est une possibilité. Dans le diabète de type 1, sauf cas de diabète où il y a un gène familial, il reste un diabète accidentel. Donc, en fonction du diabète que vous avez, vous savez si vos enfants sont prêts, s'il y a une possibilité pour vos enfants de devenir diabétiques ou pas. Voilà. Est-ce que les problèmes neuropathiques sont irréversibles? Alors, la neuropathie du diabétique, elle est en lien avec l'atteinte neurologique. Donc oui, les petits nerfs sont touchés et les gros nerfs vont être mal stimulés et vont entraîner des conséquences cliniques. Vous allez ressentir des choses. La neuropathie, j'ai pas envie de vous dire oui, tout en sachant que c'est presque un oui, Nathalie, c'est presque un oui, parce qu'en fait, si simplement vous avez un souci neuropathique parce que vous êtes déséquilibré, l'équilibre glycémique peut corriger. En corrigeant l'équilibre glycémique, vous allez pouvoir corriger peut-être des sensations que vous avez. À ce moment-là, votre neuropathie, elle était en lien avec le déséquilibre. Elle n'est pas tributaire de la complication de la maladie. Elle est tributaire du déséquilibre glycémique. Mais si elle fait partie des conséquences au long cours de votre diabète, là oui, je dirais que c'est irréversible. Là oui, je dirais que c'est irréversible. Alors, Santé Nature voudrait qu'on rappelle le taux d'hémoglobine glyquée. Le taux d'hémoglobine glyquée, je vais dire deux choses parce que je ne sais pas trop ce qu'elle veut qu'on rappelle dans le taux d'hémoglobine glyquée. Je vais dire deux choses. L'hémoglobine glyquée, c'est le marqueur biologique que vous faites en laboratoire et qui nous permet de savoir si vous êtes équilibré ou pas. Ce taux d'hémoglobine glyquée est le reflet de votre équilibre glycémique. Maintenant, quelle est sa valeur? Il faut dire que de manière générale, chez un diabétique, pris de manière générale, l'hémoglobine glyquée doit être chiffrée en dessous de 7%. On a même tendance, nous, pour que les patients s'en souviennent, à avoir un jeu mémotechnique et de leur dire les 7 péchés capitaux, les 7 nains de Blanche-Neige, les 7 jours de la semaine. Donc, on doit être en dessous de 7%. Et puis, de manière personnalisée, ce taux peut être réévalué et modifié soit vers le bas, vers le 6,5 quand on est jeune, qu'on n'a pas du tout d'autres facteurs de comorbidité, on va avoir tendance à aller vers le 6,5. Et chez la femme enceinte aussi, on va même aller en dessous de 6,5 en période de grossesse. Et puis, au-delà, quand on a un âge certain, on a dépassé, on est autour des 80 ans, qu'on a beaucoup d'autres problèmes, beaucoup d'autres soucis de santé, à ce moment-là, l'équilibre parfait peut être délétère. De ce fait, on établit une marge de valeur d'hémoglobine glyquée en fonction de la situation du patient, en fonction de la situation sanitaire du patient. On fait la cartographie de tous ces problèmes et on lui dit, pour vous, le mieux c'est d'être entre telle valeur
et telle autre valeur. Donc, c'est pour ça, santé naturelle, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule valeur d'hémoglobine glyquée, il y a une valeur d'hémoglobine glyquée en fonction du patient. Alors, on a une autre question. Je suis diabétique de type 1. Est-il possible de mettre au monde un enfant? Ça, on l'a déjà... J'ai répondu à cette question plus tôt. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on est diabétique de type 1 qu'on ne peut pas avoir d'enfants. On est diabétique de type 1. On peut avoir des enfants si on est une femme, même si on est un homme. Par contre, on est diabétique de type 1, on est une femme. Il faut préparer les conditions de l'arrivée du bébé pour qu'il arrive... dans les conditions les plus saines possibles, les plus justes possibles. Donc il faut être équilibré en ce qu'on appelle nous préconceptionnel, c'est-à-dire bien avant de déclencher la grossesse, et durant toute la grossesse, l'équilibre doit être parfait pour que l'enfant évolue et se conçoit, ne développe pas d'anomalies, pour qu'il puisse donc se concevoir dans les conditions les plus meilleures, les conditions les meilleures possibles. Je crois qu'on dit comme ça, les meilleures possibles, je pense. Donc, on va continuer à lister les questions. Donc. Alors, Olivier me demande on peut lui expliquer pourquoi un patient va passer de 10% d'hémoglobine glyquée à 5% d'hémoglobine glyquée sans médicament. Alors je pense que il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Un patient diabétique est un patient diabétique, ses glycémies ne sont plus normales, 10% d'hémoglobine glyquée, franchement, c'est un diabète. C'est un diabète. Mais quelle en est la cause? On va la chercher. Et s'il a 10% d'hémoglobine glyquée parce qu'il a une autre maladie sous-jacente, et que quand on corrige cette maladie, imaginez qu'il a un problème d'hyperthyroïdie importante et qu'il a déséquilibré ses glycémies par ce biais-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les autres hormones de contre-régulation, les autres hormones sont hyperglycémiantes. Je ne suis pas sûre qu'il arrive à 10% d'hémoglobine glyquée, mais bon, je voudrais un peu schématiser pour Olivier. Quelqu'un qui a 10% d'hémoglobine glyquée, c'est quelqu'un qui a vraiment un déséquilibre glycémique depuis un temps certain. Mais voilà, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il a une maladie intercurrente, méconnue, et c'est ce qui va, à bas bruit comme ça, l'emmener vers effectivement un déséquilibre glycémique qui va s'installer franchement. Et puis, au moment où on le prend en charge pour son diabète, on découvre cette maladie sous-jacente. Imaginons qu'il a une maladie en lien avec une hypersécrétion de cortisol, parce que ce sont ces maladies-là qui ont tendance à donner des diabètes aussi importants, et qu'on règle son problème. On lui retire cette tumeur qui lui faisait fabriquer trop de cortisol et qui déséquilibrait ses glycémies. Il va revenir à 5,5%. Il va revenir à 5,5%. Et dans ces conditions-là, ça a été un diabète passager, un diabète secondaire. La terminologie ici, Olivier, est importante. On a les diabètes avérés, qui sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2, et on a les diabètes secondaires, qui sont secondaires à beaucoup de possibilités. Quelqu'un qui a une maladie grave quelque part et qui déstabilise ses glycémies, mais qu'on prend en charge, on arrive à lui retirer cette maladie grave, cette tumeur par exemple, comme je le disais pour les tumeurs qui fabriquent le cortisol, eh bien, si on n'a plus la cause du problème, il y a normalisation de la glycémie. Et donc, par ricochet, des hémoglobines glyquées qui vont retourner à la normale. Donc, il faut toujours ne pas prendre des choses, sortir les choses de leur contexte. Il est important que le contexte complet soit cartographié. Me dire là que quelqu'un est passé de 10% d'hémoglobine glyquée à 5%, peut-être que le laboratoire s'est trompé, que ce n'était pas son sang, il y a eu erreur de tube. Il y a eu peut-être des erreurs d'étiquette sur les tubes. C'était peut-être le sang de quelqu'un d'autre qui est réellement à 10% d'hémoglobine glyquée. Donc lui, il a cru qu'il avait ses 10% d'hémoglobine glyquée, et puis il refait
son examen, il se retrouve à 5%. C'est la preuve que ce n'était pas son sang, ce n'était pas le sien. Vous voyez, donc sortir une problématique de son contexte est toujours difficile après d'en discuter. Voilà. Alors on va essayer de continuer donc à dérouler. Alors, attendez, j'essaie de dérouler. Voilà, les questions. Bon, Olivier Monge est braqué sur le chiffre de l'hémoglobine glyquée. Mais voilà, Olivier Monge, je reviendrai dessus si vous permettez, mais je vais peut-être essayer de répondre aussi un peu aux questions des autres internautes. Et si effectivement on se retrouve dans un petit blocus, il n'y a pas de souci, on en reparlera. Donc, Nathalie Bouchacourt nous dit que énorme fatigue de plus en plus ressentie, est-ce en lien avec le diabète, diabétique de type 1, puisqu'elle dit DID, donc diabétique insulinodépendant. DID, ça veut dire insulinodépendant, c'est le sigle diabète insulinodépendant. Depuis 42 ans, j'ai aujourd'hui 52 ans, cela génère de grandes inquiétudes et du stress. Donc, oui, la fatigue devient multifactorielle chez vous, hein, elle est multifactorielle. Il y a ce fait d'avoir un diabète de 42 ans qui n'est sûrement pas facile à prendre en charge. Il y a peut-être un petit syndrome, je ne vais pas dire que c'est une réelle dépression, mais c'est un petit syndrome dépressif en lien. Il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai ce diabète? Pourquoi j'en suis à cette situation-là? Pourquoi ce n'est pas plus simple pour moi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ce que j'ai voulu faire parce que j'ai été diabétique? Pourquoi est-ce que il est clair, Nathalie, que votre vie n'est pas simple et votre vie n'est pas facile. Donc les inquiétudes et les stress, je vous le concède. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ces inquiétudes-là, essayer de trouver des réponses, des canevas de réponses, parce que nous n'aurons jamais la réponse absolue. Le stress, nous essayons aussi de vous apprendre à gérer le stress. Nous essayons de faire en sorte que vous ayez une estime de vous, hein, que vous gardiez une estime de vous et que vous ne la perdiez pas. Nous essayons de faire aussi en sorte que vous ne basculiez pas dans la dépression, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais oui, la fatigue chez vous, à mon avis, que vous ressentez est plurifactorielle et elle se justifie aujourd'hui après 42 ans de diabète parce que c'est une histoire de diabète qui a 42 ans. C'est une histoire de diabète qui a 42 ans avec des hauts et des bas, des difficultés, des incompréhensions, des stigmatisations et tout ça peut aujourd'hui vous donner des à-coups de fatigue, on vous les concède. Voilà ce que je peux dire. Vous avez raison, vous ne pouvez qu'avoir des inquiétudes et des stress. On doit être là pour vous accompagner, pour vous aider. Mais on ne peut pas se substituer à vous et prendre votre inquiétude, ni votre stress. Voilà. Mais on peut vous aider. J'ai beaucoup d'empathie pour vous, parce que quand on accompagne les patients porteurs de maladies chroniques, on vit avec eux. Ils deviennent quasi un peu les membres de notre famille parce qu'on les voit très très régulièrement et pendant plusieurs années. Il y a un lien qui se crée et qui fait qu'on partage souvent ces inquiétudes ensemble, on partage les naissances, on partage les difficultés, on partage les stress. Et je comprends tout à fait ce que vous traversez. Mais rapprochez-vous éventuellement d'une psychologue qui peut vous faire ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien, qui peut vous accorder une tribune de parole où vous pouvez aller déverser votre difficulté, votre ressenti. Ça aide toujours d'avoir un peu verbalisé les choses. Ça peut aider. Et si vraiment vous êtes très très inquiète, si vraiment les choses ont tendance à vous empêcher même de dormir, pourquoi pas vous rapprocher d'un psychiatre pour vous aider à passer ce cap-là, hein, même sur le plan thérapeutique, au moins de manière momentanée, un traitement de courte durée qui vous aiderait à vous réapproprier des idées beaucoup plus positives et des éléments d'un peu moins de fatigue. Donc Ali nous dit qu'il est diabétique de type 2 depuis plus de 5 ans et les traitements qu'on lui a prescrits n'ont rien arrangé. Il compte démarrer un jeûne hydrique. Qu'en pensez-vous? Un jeûne hydrique, donc vous n'allez plus boire.
Je pense que ce n'est pas la solution. La solution, Ali, c'est de vous rapprocher de votre médecin traitant déjà, si vous en avez un pas loin de chez vous, ou de votre diabétologue, pour que vous discutiez de la stratégie thérapeutique. Je pense que si vous êtes un peu déçu là, c'est parce que malgré les traitements que vous avez, vous n'arrivez pas à l'équilibre. Il faut toujours se poser 3 questions. La première, c'est est-ce que sur le plan alimentaire, je fais ce qu'il faut? Est-ce que je fais une activité physique régulière? Et est-ce que je prends correctement mes médicaments? Si vous répondez oui à ces 3 questions, là, vous vous adressez à votre médecin. Nous allons chercher ce qu'on appelle les facteurs intercurrents qui peuvent entraîner le déséquilibre, c'est-à-dire des maladies intercurrentes, des problèmes sous-jacents qui ne sont pas visibles et qui peuvent être à l'origine du déséquilibre. Ça peut être même une dent cariée ou un ongle incarné qui fait que vous n'arrivez pas à vous équilibrer. Et puis, on va ensuite, si on ne répond pas à ces questions-là, réadapter votre traitement. On va ajuster les thérapeutiques pour qu'on puisse arriver à l'objectif qu'on voudrait. Aujourd'hui, on est doté de suffisamment de médicaments pour apporter un équilibre glycémique satisfaisant à une majorité de patients diabétiques. Et ceci rentre des fois dans le cadre d'une... Comment est-ce que je peux dire ça d'une théorie qu'on appelle l'inertie thérapeutique. Des fois, c'est nous aussi qui ne sommes pas assez percutants, assez tonitruants dans la prise en charge de votre diabète. Des fois, il faut intensifier le traitement, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas se dire, bon ben je lui accorde encore quelques minutes, je lui accorde encore quelques mois à la prochaine hémoglobine glyquée, puis on remet à la prochaine fois et on remet à la prochaine fois. Cette inertie-là qui est d'un fait du côté du patient, mais aussi du côté des professionnels de santé, va créer cette insatisfaction que vous exprimez aujourd'hui. Mais ne faites pas de jeûne hydrique, je vous en supplie, buvez tranquille, revoyez votre médecin traitant ou votre diabétologue et rediscutez de la possibilité d'intensifier le traitement pour que vous obteniez l'objectif de l'équilibre glycémique que vous souhaitez. Alors, je continue. Voilà. Je suis diabétique sous metformine. J'ai un régime, j'ai perdu 22 kg. Mon hémoglobine glyquée est à 5,5%. Dois-je arrêter le traitement? J'ai 62 ans. Surtout pas, monsieur Faouzia ou madame Faouzia. Surtout pas. C'est grâce à ce traitement que vous avez une hémoglobine glyquée à 5,5%. Et je pense, avec des efforts diététiques que vous avez faits, vous avez perdu 22 kg. Maintenant, 22 kg, c'est quand même beaucoup. Allez quand même voir votre médecin traitant pour être sûr qu'il n'y a pas un autre souci sous-jacent qui fait que vous perdez du poids. Mais continuez la metformine, c'est le traitement par excellence du diabète. Vous êtes bien sous metformine à 5,5% d'hémoglobine glyquée. Félicitations pour les efforts que vous faites. Vérifiez quand même que la perte des 22 kg que vous avez là n'est pas tributaire d'une autre maladie sous-jacente. Mais si c'est simplement en lien avec le fait que vous avez bien corrigé toute attention, on vous tire le chapeau. Perdre 22 kilos, il faut le faire, il faut avoir la détermination et la volonté. Voilà. Et à 62 ans, je vous félicite parce que ce n'est pas évident. Alors, Violette la coccinelle nous dit bonjour, les insulines Humalog Tougeo font-elles grossir? Alors, effectivement, Violette, quand on est traité par insuline, en multi-injection de cette manière-là, on va gagner un petit prorata de poids. On va gagner un petit prorata de poids pour la simple raison que quand on ajuste les doses d'insuline en fonction de ce qu'on va manger, ben, des fois on surjoue, des fois on ne joue pas assez, mais des fois on surjoue et de ce fait, on prend un peu de poids.
même quand on passe sous pompe à insuline, on peut gagner un petit prorata de poids, c'est légitime. Si vous êtes sous Humalog et Toujeo, quand je vois votre visage à demi sur votre profil, vous paraissez jeune, donc il est fort probable que vous soyez diabétique de type 1, donc vous avez peut-être perdu du poids au moment de la découverte de votre diabète, et avec l'Humalog et la Toujeo, vous regagnez un petit prorata de poids, ce qui est légitime, mais oui, il peut arriver qu'on prenne un peu de poids sous insuline. Alors, quelqu'un demande qu'on lui donne des conseils entre diabète de type 1 et épilepsie. Donc, c'est deux maladies différentes. Votre diabète est votre diabète pour lequel vous êtes traité, et vous êtes traité par insuline. Il peut arriver qu'en cas d'hypoglycémie sévère, quand le taux de sucre est trop bas, donc quand vous avez surjoué, quand vous avez trop dosé vos insulines, vous pouvez de ce fait avoir une hypoglycémie sévère qui peut engendrer des crises d'épilepsie. Mais l'épilepsie est une autre maladie pour laquelle il faut être traité, et c'est le neurologue qui s'en charge, qui est à même de vous mettre en place les traitements spécifiques de l'épilepsie. Donc ces deux maladies différentes, il ne faut pas les amalgamer, hein, elles ne sont pas en lien direct. La seule chose qu'on peut rencontrer dans le diabète insuliné, c'est quand on fait une hypoglycémie sévère, on peut de ce fait-là avoir une convulsion, hein, une convulsion en lien avec le fait que le taux de sucre soit trop bas. Le cerveau, pour se protéger, va entraîner des décharges électriques et vous allez convulser. Et ce n'est pas souvent des épilepsies partielles, c'est souvent des épilepsies généralisées. Mais bon, hein, n'ayant pas la science infuse, est-ce que certains cas d'hypoglycémie ne se présentent pas par des épisodes d'épilepsie partielle? Ça, il est peut-être. Voilà. Donc, c'est deux maladies déjà différentes. Il faut vous faire traiter pour une épilepsie partielle, et il faut aussi vous faire traiter pour un diabète. Ah, Ali nous dit que le jeûne hydrique, c'est un jeûne où c'est en fait qu'on ne fait que boire de l'eau. Alors, il faut manger aussi, hein, Ali. Il faut manger, et il faut prendre votre traitement, mais comme je vous ai conseillé, allez voir votre médecin diabétologue, qu'il réajuste avec vous votre traitement. C'est plus ça qui va être salvateur pour vous. Antonio nous dit que rien ne vaut la volante metformine. Bon, il prend une position, Antonio prend une position sur la metformine. C'est une position qui n'incombe qu'à vous, hein. Je pense que si metformine ne vous a pas été, certains patients comme ça peuvent ne pas tolérer la metformine. C'est pas pour ça qu'elle est mauvaise. Hein, c'est pas pour ça qu'elle est mauvaise. Elle n'est peut-être pas, vous la tolérez pas, donc elle ne vous sied pas, mais elle a fait ses preuves sur le plan scientifique. Elle a fait ses preuves dans le diabète. C'est la raison pour laquelle, pour nous, elle n'est pas ce que vous décrivez. Alors, des non-diabétiques, hein, Myriam nous dit que des non-diabétiques auraient tendance à prendre de la metformine pour maigrir. Voilà, c'est pas tout à fait une chose à faire, hein, c'est pas tout à fait une chose à faire. Il faut savoir que ce ne sont pas des bonbons. On n'est pas là face à des bonbons ou des vitamines ou ce qu'on appelle des compléments nutritionnels ou des compléments alimentaires. Il s'agit là de médicaments. Et qui dit médicaments dit produits pharmaceutiques avec toute une catégorie d'effets et de bienfaits, mais toute une catégorie de méfaits aussi. Quand nous les utilisons chez le diabétique, nous pesons le pour et le contre. Et nous savons ce que nous faisons risquer aux patients, et nous savons aussi quel est le bénéfice qu'ils en tireront. Prendre de la metformine à des fins personnelles pour se dire que bon ben je vais maigrir avec, ça engage votre responsabilité. Ça vous engage vous et votre responsabilité. Et les conséquences doivent vous engager vous et votre responsabilité.
c'est-à-dire que vous acceptez derrière ça de subir les conséquences à court, à moyen et à long terme de l'utilisation à des fins contournées de ces produits-là. La metformine pour Violette, la metformine et le glucophage, c'est la même chose. Le glucophage est un des noms commerciaux, la metformine est le nom de la molécule. La molécule s'appelle metformine et son nom de commercialisation, donc son nom, enfin, sur lequel ou à travers lequel on peut le trouver en pharmacie, c'est glucophage et ça peut être bien d'autres. Voilà. Ali nous dit qu'il a du Stagide, hein, et ceci comme ça pourra répondre à Antonio qui disait que c'était une cochonnerie. Ali nous dit qu'il a du Stagide, mais que avec ce Stagide, il a des problèmes de diarrhée. Effectivement, les personnes qui ne vont pas tolérer la metformine de manière générale sous le nom de glucophage, Stagide ou de metformine peuvent développer des troubles digestifs. Ça peut être un simple embarras gastrique, donc une sensation de nausée, d'embarras, de ventre ballonné, ou alors même des diarrhées. Et c'est vrai que quand ces diarrhées-là sont gênantes, c'est la preuve pour nous que vous êtes intolérant à la metformine et qu'il faille l'arrêter pour utiliser un autre produit. Mais ça arrive. Ça peut arriver. Et effectivement, il faut se pencher vers d'autres alternatives. Il y a d'autres médicaments qui peuvent être utilisés dans le diabète et qui peuvent vous permettre, Ali, d'obtenir un bon équilibre glycémique. Donc, ayez foi en votre médecin et demandez-lui justement de vous proposer d'autres médicaments en dehors du Stagide qui vous donnent de la diarrhée. Voilà. Donc, je crois que j'ai largement dépassé le délai qui m'était imparti. Je vous remercie pour toutes ces questions. Je remercie Olivier qui a tenu Mordicus à insister sur mon geste. Donc, Olivier Mongès qui tenait Mordicus sur son diabète. Je vous dis, il y a sûrement eu une erreur, Olivier, ne vous inquiétez pas, il y a sûrement eu une erreur. Voilà, donc je vous remercie. La semaine prochaine, nous serons présents avec vous pour répondre à vos questions. Ce sera une e-live conférence que j'animerai à nouveau sur des questions libres, ouvertes, autour des problématiques que peuvent vous poser votre diabète. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. À très bientôt pour la semaine prochaine. Au revoir.